Bonsoir. Alors, on va commencer. Merci d'être venu, malgré la pluie. Donc, un thème passionnant ce soir. C'est la deuxième conférence de l'année organisée par le CFJ et l'INA, et la cinquième depuis notre partenariat. Donc, peut-être vous connaissez le principe des lundis de l'INA, mais Mileva Stupar vous en dira plus tout de suite. Moi, je veux remercier les étudiants qui ont participé à ce travail, donc Lynn, Oussema, Mathieu et Isaline. Voilà. Merci beaucoup. Apparemment, ça vous a plu et vous avez adoré travailler avec Victoria. Donc, et Olympia. Moi, j'ai toujours un problème avec les noms. Olympia, pardon. Non, surtout, merci à toute l'équipe de l'INA, les fidèles, Catherine, enfin tout le monde. Et puis, vraiment, on aime beaucoup ce partenariat. Et Olympia, j'espère qu'on travaillera ensemble encore. Je passe la parole à Mileva. Merci beaucoup, Stéphanie. Moi, c'est un petit mot très bref aussi, d'abord, pour vous dire, comme à chaque fois, tout le plaisir qu'on a à travailler avec le CFJ, à être accueillis ici, à pouvoir construire ce programme pour la deuxième saison. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Ça, c'est vraiment un grand honneur pour nous de pouvoir partager cette pratique des lundis de l'INA. La pratique des lundis de l'INA, c'est l'idée de pouvoir interroger le débat public, décrypter le présent à travers les discours médiatiques dans le temps long. Et se dire que toute cette mémoire audiovisuelle que l'INA collecte, que l'INA documente, que l'INA organise, elle puisse servir à se poser plusieurs questions, elle puisse servir à donner un éclairage. Donc le fait de pouvoir travailler cela avec les étudiants du CFJ, c'est une grande chance. Et avec de jeunes journalistes comme ça, de pouvoir réinterroger des problématiques que vous avez choisies, avec des intervenants que vous avez choisi également. Peut-être que vous les présenterez. Je ne veux pas divulgacher votre présentation et votre tour de parole. Donc, je vous laisse peut-être présenter les intervenants qui ont travaillé à vos côtés. Juste vous dire également, pour la soirée, que les étudiants ont choisi l'ensemble de la programmation d'archives audiovisuelles avec Olympia, que vous connaissez déjà, dont je vous donne tout le patronyme complet. Olympia Humbert-Brégégère, documentaliste à l'INA. Ce sont vous qui mènerez la table ronde, évidemment. Juste pour l'INA, remercier Jean-Michel Briard qui a réalisé les montages. Évidemment, l'administration, la communication qui a été faite avec l'aide d'Élodie Roblin et d'Isabelle Sérix. Toute cette coordination qui est faite par Catherine Gonard à rythme régulier. Et puis vous dire que c'est un mois un peu spécifique, puisque nous aurons la semaine prochaine à la BPI un autre lundi de l'INA, donc au Centre Georges Pompidou, carte blanche à Rennes-Prat sur les femmes de théâtre, metteuses en scène, directrices de théâtre. Normalement, c'est un événement mensuel, mais cette fois-là, cette séquence en mars est un peu pleine. Didier Allard, que vous voyez à l'œuvre, viendra la photographier, la documenter pour nous également. Je vous passe la parole sans plus de délai. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent ce soir pour ce lundi de l'INA intitulé Harcèlement scolaire de coupable à victime. Alors avec mes camarades Isaline, Mathieu et Oussema, nous avons souhaité travailler sur le harcèlement scolaire pour apporter un nouvel éclairage sur cette thématique, celui de l'évolution du traitement médiatique du harcèlement scolaire. Parce que depuis quelques années, les médias parlent beaucoup de harcèlement scolaire. On voit fleurir des documentaires, des reportages à ce sujet. Et les politiques semblent enfin prendre au sérieux ce problème. Gabriel Attal, il y a encore quelques mois, parlait sur un plateau de télé qu'il avait été lui aussi victime de harcèlement scolaire. Mais tout ça, ça n'a pas été toujours le cas. Au travers des archives que nous avons visionnées, nous nous sommes rendus compte que dans les années 70, le discours n'était pas le même qu'aujourd'hui. On ne parlait pas de harcèlement scolaire, les mots n'étaient pas posés et les victimes étaient tenues comme responsables de ce qui leur arrivait. Donc vous allez visionner 30 minutes d'archives découpées en 3 parties. La première que vous allez visionner replace le harcèlement scolaire dans le contexte des années 70. Et ensuite, suivi de ces 30 minutes d'archives, nous aurons une très belle discussion avec nos invités que je remercie de leur présence ce soir. Donc, Catherine Verdier, vous êtes psychothérapeute spécialiste des enfants et adolescents et également présidente de l'association Amazing Kids qui est engagée depuis plusieurs années pour la prévention du harcèlement entre les enfants.
et vous militez activement contre les violences scolaires et pour une école inclusive et bienveillante. Et n'hésitez pas à rajouter aussi quelques mots si vous le souhaitez, car c'est vrai que ce soit pour vous ou pour Jean-Pierre Bellon, votre CV était bien fourni et j'ai eu du mal à sélectionner des informations. Juste par rapport au harcèlement, la prévention du harcèlement dès le plus jeune âge. J'insiste là-dessus parce que si on ne s'y prend pas très tôt, on n'y arrivera pas, je crois. Merci beaucoup. Et puis Jean-Pierre Bellon, vous êtes professeur de philosophie et une figure pionnière en France de la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous êtes cofondateur du centre RESIS, le centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Et vous avez notamment introduit en France des méthodes scandinaves afin de traiter les situations de harcèlement scolaire. Voilà. Merci à vous. Et on peut commencer par visionner du coup la première partie. Alors, donc, on vient de voir dans ces premières archives que la violence entre élèves à l'école était déjà évoquée dès les années 70 et qu'elle était même plutôt prise à la légère, la violence entre élèves. Catherine Verdier, déjà, comment est-ce que vous réagissez face à ces images avec le regard d'aujourd'hui ? La première chose qui m'était venue à l'esprit, c'est qu'en 1975, j'étais à l'école, moi. Et je me suis posé la question, est-ce que j'avais vu ce genre de choses ou est-ce que je n'avais pas vécu ou vu ou subi ou fait subir. Vraiment, j'ai un excellent souvenir de l'école pour ma part, tout au long de la scolarité. Donc, je peux me permettre de fouiller un peu ma mémoire. Je n'ai rien retrouvé de tout cela. Donc, ça doit exister, hein, ça devait exister puisque c'est là. Il n'y a aucun souci. Mais je crois que si on m'avait posé la question, je serais tombée des nues, quoi. Bêtement, tout simplement. Et vous, Jean-Pierre Bellon, comment est-ce que vous réagissez face à ce que vous avez entendu et vu ? Si on reprend, pour continuer ce que dit Catherine, moi en 75, désolé, je ne vais pas être pour un vieillard, mais en 75, moi je commence à travailler comme surveillant. C'est la première chose que j'observe. La première chose que j'observe, c'est, on était dans un collège technique, j'étais maître d'internat. La première chose que j'observe, c'est des garçons qui en persécutent d'autres. C'est les plus âgés qui ennuient les plus jeunes. À l'époque, on appelait ça du bizutage. Et en face de ça, il y a une indifférence quasi générale. On était deux surveillants à prendre les choses au sérieux. Pour les autres, non. C'était banalisé exactement comme on le voit dans le reportage. Et puis, moi, ce qui me frappe quand même dans le discours du ministre de l'époque, René Haby, et dans tout ce qui s'écrivait à l'époque sur ces questions-là, c'est cette espèce de rideau de fumée de la violence scolaire. Alors que 1975, c'est une année qui est aussi décisive, parce que c'est l'année où les Scandinaves commencent précisément à travailler sur ces questions-là. En France, on avait créé un paquet, celui de la violence scolaire, dans lequel on rangeait tout. On rangeait les coups, les blessures, le trafic et tout ce qui s'ensuit. Et puis le harcèlement, alors c'était, quantité totalement négligeable. D'ailleurs, on ne parlait même pas de violence scolaire. On parlait de violence en milieu scolaire. Comme si l'idée qu'il puisse y avoir une violence spécifiquement générée par l'école, et on le voit très bien dans le reportage sur la cour de récréation, l'idée qu'il puisse y avoir une violence strictement scolaire, qui ne doit rien d'autre, qui ne doit rien au milieu social, ni familial, ni quoi que ce soit, mais qui est générée directement par l'école, c'est une chose qu'en France, on n'a pas voulu voir, alors que les pays scandinaves en particulier, puis après le Royaume-Uni et d'autres, s'y intéressaient beaucoup. Oui. Du coup, on se demandait avec Oussema, on parle vraiment beaucoup de violence entre les élèves, mais pas de harcèlement scolaire. Non. Pourquoi le terme n'y est pas, du coup, précisément ? Mais le terme, il a fallu attendre, et même d'ailleurs ce terme, reconnaissons qu'il n'est pas absolument exceptionnel. Les pays étrangers désignent ce qui se passe à l'école avec un terme spécifique. En France, on a
adopté ce terme de harcèlement qui renvoie à la violence adulte. Hein. On sait ce que c'est que le harcèlement sexuel, le harcèlement professionnel, etc. Dans les autres pays, on parle de schoolbullying, de mobbing, d'intimidation. Ce terme, non, il n'est pas employé. Non seulement il n'est pas employé, mais les victimes... Et alors, c'est le reportage là, sur la jeune fille, il est pathétique. Il est pathétique parce que, et moi je l'ai regardé dans son intégralité, on le retrouve hein, sur le site de l'INA, c'est de sa faute. Il est très clairement dit que c'est de sa faute. Mais quand même, tu pourrais pas réagir autrement. Et elle, la pauvre, qui dit mais c'est pas à moi de changer, c'est peut-être bien à eux de changer. Et le journaliste qui lui dit quand même pour quelqu'un qui a envie de se moquer, Sarah c'est une cible parfaite. C'est de sa faute et ça dure durant tout le reportage comme si on était convaincu que c'est de sa faute. Et ça, je peux vous assurer, pour avoir travaillé sur la question du harcèlement bien avant 2010, je peux vous assurer que cette tendance qui consiste à considérer que les victimes sont responsables de ce qui leur arrive, ça a vraiment été en France le drame lié à cette question. Alors justement, Catherine Verdi, pourquoi est-ce que cette jeune fille, on l'a vu, Sarah El Malek, était jugée responsable de ce qu'elle faisait? C'est collectivement, mais de toute façon, aujourd'hui encore, dans mon bureau, puisque je suis psychologue et qu'on reçoit des enfants et des familles, les parents vont venir, ils vont dire mon enfant est victime de harcèlement ou subit du harcèlement. Les enfants, quand ils viennent, ils ne parlent pas de harcèlement. Ils ne veulent pas prononcer ce mot-là. Il faut 3 ou 4 séances avant qu'on puisse mettre ce mot-là. C'est, comme disait la jeune fille, elle dit j'ai des petits soucis. En général, ils disent j'ai des problèmes avec mes camarades. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va s'arranger. Non, mais je sais pas pourquoi mes parents ils m'amènent ici, quoi, grosso modo. Donc, je veux dire encore aujourd'hui, ce terme-là. D'abord, on a un problème de vocabulaire, je crois très sincèrement, parce que le mot harcèlement, comme l'a dit Jean-Pierre, on a débuté avec ce mot-là, avec le harcèlement au travail en particulier, avec Marie-France Irigoyen. Et puis, c'est un terme qui s'adresse aux adultes, et c'est un terme qui s'adresse aux enfants. Et c'est très, très difficile comme terme. Alors, les Québécois, ils parlent d'intimidation, par exemple. Enfin, l'intimidation, c'est un petit peu faiblard aussi, au regard de ce que certains enfants vivent ou font subir. Il y a un vrai problème de vocabulaire. Donc, et les enfants qui viennent en consultation, je répète, ont honte de ce que c'est, de ce qu'ils vivent. Et mettre le mot est très, très compliqué, très dur pour eux. Jean-Pierre Bellon, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce concept de harcèlement scolaire a été forgé? Vous nous avez dit que dès les années 75, les pays scandinaves s'occupaient déjà de cette question. En France, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire comment est-ce que ce concept a été forgé en France? En France, soyons très clairs, jusqu'à 2010, personne ne veut en parler. Il y a tout de même, il faut quand même dire ce qui est, il y a une responsabilité gigantesque de certains auteurs qui ont nié la réalité de ce phénomène. Non, on veut pas en parler. Tous les pays d'Europe travaillent sur ces questions-là, mais en France, c'est un peu un sujet tabou. Alors, les raisons sont... Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas de réponse à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps avant de s'en préoccuper. Mais je pense que, oui, effectivement, c'est bien l'idée qu'une violence strictement scolaire et qui ne doit rien d'autre qu'à l'école puisse exister, c'était quelque chose qui était parfaitement impensable. Il y a eu des débats dans les pays scandinaves qui étaient passionnants et dont on n'a pas rendu compte en France. Débat pour savoir entre les théoriciens du bullying et les théoriciens du mobbing, ceux qui considéraient que c'était une violence de groupe, et j'en suis convaincu que c'est une violence de groupe. D'ailleurs, le terme même de mob, intraduisible en français, hein, mobbing, c'est-à-dire qui renvoie à l'idée de la coalition d'un groupe contre une victime. Je pense que le harcèlement, c'est davantage cela. C'est un phénomène de meute. Laisser un groupe d'enfants sans grande surveillance,
parce qu'il y a un scandale quand même dans le reportage qu'on voit, c'est la cour de récréation. Et là, rien, mais alors rien n'a changé. Vous mettez en collège 200, 300 élèves ensemble. Vous mettez combien? 2 adultes peut-être qui regarderont ailleurs, ou même s'ils voulaient être attentifs, comment voulez-vous qu'ils y arrivent? J'étais l'année dernière dans un établissement scolaire et la réunion, la salle où nous étions était au 2e étage. Et puis pendant la pause, je regarde dans la cour. J'ai vu exactement la même chose que cela. C'est-à-dire des garçons qui se montaient dessus, qui se tapaient dessus. Oh, il y en avait un qui en prenait un petit peu plus que les autres. Ça, c'était très clair. Où étaient les adultes? Les cours de récréation sont aujourd'hui encore scandaleusement non surveillés. Vous laissez 200, 300 élèves ensemble. Vous voulez que ça se passe bien? Les bus scolaires, les transports scolaires. Vous mettez 50 élèves dans un bus. Vous mettez un seul adulte qui, par profession, évidemment, tourne le dos à ce qui se passe dans le bus. Et on voudrait que ça se passe bien? Mais non, ça ne se passe pas bien du tout. Catherine Verdier. Une question de définition. Comment est-ce qu'on peut justement définir le harcèlement scolaire? C'est rigolo votre question, parce que plus personne ne me la pose. Depuis 3-4 ans, grosso modo, plus personne ne pose cette question. Non, mais je vais y répondre, excuse. Mais les journalistes ne posent plus cette question. Ils commençaient en général les interviews, y compris chez BFM d'ailleurs, ils commençaient leurs interviews en disant « Comment définiriez-vous le harcèlement scolaire, Madame Verdier ?» Donc voilà, on donne la définition, etc. Mais aujourd'hui, plus personne ne commence comme ça. Non. Donc je vais donner la définition. Monsieur Bellon peut la donner pareil. Je pense. Je pense. Donc c'est un... il l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène... c'est lorsqu'un enfant ou un groupe d'enfants se mobilise et fait subir, sous plusieurs formes d'ailleurs, des... Comment on dit? Pardon. Je suis fatiguée. Vas-y. Oui, il y a une définition sur laquelle s'entendent tous les chercheurs aujourd'hui. C'est une définition qui a été donnée par 2 Norvégiens, Erling Roland et Len Mundt, et qui définit le harcèlement d'abord comme la répétition d'actions négatives sur une certaine durée. Ça peut durer toute une scolarité de collège parfois. La répétition d'abord, la disproportion des forces en plus. C'est toujours les plus nombreux contre celui qui est isolé. Et justement parce qu'il y a disproportion des forces, 3e caractéristique, c'est l'incapacité pour celui qui subit l'agression de se défendre par lui-même. Contre une agression isolée, peut-être parviendrait-on, c'est pas forcément simple, mais peut-être parviendrait-on mieux à se défendre, mais contre un groupe, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, quand j'ai réalisé une enquête avec Bertrand Gardette dans les transports scolaires, on nous a raconté l'histoire d'un garçon qui, à chaque fois qu'il monte dans le bus, il y a tout le bus qui se met à pousser des huées et à se moquer de lui. Qu'est-ce que vous voulez faire contre un bus entier qui se moque de vous? Voyez, cette incapacité qu'a la victime à se défendre par elle-même, c'est la 3e caractéristique du harcèlement. Et je vais ajouter, l'UNESCO a ajouté depuis 2 ans, depuis 3 ans, le fait que le harcèlement scolaire et cyberharcèlement, c'est la même chose. Il n'y a plus de distinction pour eux, c'est du harcèlement. Et l'autre chose, c'est que les enfants, ou la personne en tout cas, n'est pas encadré, n'a pas l'aide ou le soutien nécessaire aux alentours. Madame Verdier, j'aurais une autre question. Donc vous l'aviez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Bellon, les pays scandinaves ont commencé à traiter la question dès les années 75. Qu'est-ce qu'en France, on a loupé pour ne pas traiter ce sujet plus tôt? Tout. On a tout loupé. C'est ce que vient de dire monsieur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a rien vu. Je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, ce qu'on voit dans les vidéos, c'est des histoires de gamins, c'est des histoires de gosses. C'est ce que racontait mon père. On prenait des bâtons, on se faisait la bagarre sur le chemin de l'école. C'est des histoires de gosses. Les gosses, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se taper dessus, ils ont besoin de se frotter les uns aux autres pour grandir. Et mieux vaut être dans le clan des forts que dans le clan des faibles, bien sûr. Mais je crois qu'on a tout loupé.
on a considéré que c'était des... Et on considère encore, parce qu'il y a certains pays, on considère encore que c'est des histoires de gosses. Et que les adultes n'ont pas à intervenir et que le gamin qui subit des choses doit se durcir, se renforcer, devenir plus fort. C'est comme ça qu'il va devenir plus fort. Il doit résister. Donc on a tout loupé, je crois. Monsieur Bellon, justement, pour poursuivre sur cette idée, dans une interview que vous avez accordée à l'INA il y a quelques jours, vous disiez que si on a nié la réalité du harcèlement scolaire, c'est notamment à cause de la responsabilité de certains sociologues et de professeurs de sciences de l'éducation. En quoi est-ce qu'ils ont une responsabilité ? Tout simplement parce qu'ils n'ont d'abord pas même traduit les textes des chercheurs scandinaves. Enfin, tout de même, c'est un obscur professeur de philosophie auvergnat qui a été chercher les textes des Scandinaves. Avouez que c'était quand même pas mon métier. Donc, pourquoi a-t-on tu ces textes-là? Cherchez les textes d'Olveus, il y en a eu un de traduit, il est plus en librairie, personne ne l'avait acheté. Les textes d'Anatole Picasse, personne ne les a traduits, personne ne les a commentés. Il y a des professeurs de sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation, c'est pas seulement un joli oxymore, hein, j'ai l'impression que c'est une énorme imposture. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu regarder ce que faisaient d'abord les Scandinaves. Mais s'il y avait eu que les Scandinaves, si ça avait été une espèce de lubie venant du Nord, pas du tout. Ça a été le cas du Royaume-Uni, ça a été le cas de l'Espagne, ça a été le cas du Canada, etc. Vous trouvez même des travaux sur le harcèlement en Asie. Et en France, alors il ne s'est pas en plus passé quelque chose de complètement inouï. Dans tous les pays, ce sont les scientifiques, les chercheurs, qui ont poussé les politiques et qui leur ont dit « il faut peut-être vous occuper de cette question-là ». En France, on a quand même quelque chose d'incroyable. C'est un ministre qui a dit à un chercheur « il faudrait peut-être bien s'occuper de cette question ». Il y a une lettre d'un ministre, on la connaît. Donc oui, il y a eu un aveuglement qui est coupable et dont il faudra bien un jour d'ailleurs faire un peu en rendre compte, bien sûr. Alors nous venons de voir dans cette première partie que le harcèlement scolaire était presque nié, mais on va assister quelques années plus tard à une certaine libération de la parole. Des élèves vont parler des violences qu'ils subissent, des violences données par d'autres élèves, et on vous propose de regarder ces archives. Bon, ce sont des témoignages quand même assez forts, assez touchants, assez durs, même à regarder. Là, le silence se brise doucement, mais enfin, à quel moment il a vraiment fallu attendre à quel moment ce silence a pu être brisé, en fait? À quel moment ça a commencé? Est-il brisé? Là, on a quand même à savoir, que ce soit à travers le témoignage de Jonathan Destin, et c'est terrible de revoir Jonathan puisqu'il est décédé depuis, que ce soit à travers le témoignage de Jonathan ou que ce soit à partir de celui de la jeune fille dont j'ai oublié le prénom, Marie, il y a une constante, c'est qu'on alerte l'école et rien ne se passe. Dans l'affaire de Jonathan, quand on pose la question, et les professeurs, ils s'en rendaient compte? Oui, ils s'en rendaient compte, parce que quand même, il y avait des choses qui se passaient en classe. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah ben non, sans doute qu'ils devaient eux-mêmes avoir peur. Et dans le témoignage de la jeune fille après, de Marie, c'est quand même, il faut appeler l'école 10 fois sans qu'il se passe rien. Alors, certes, les choses ont bien changé depuis ces 10 dernières années. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ont-elles changé de façon uniforme et partout? Je n'en sais rien.
On a tous vu, entendu parler de ce courrier que Gabriel Attal a qualifié du courrier de la honte. Alors on peut se dire, bon, bah, c'est une administration qui est parfaitement hors sol. Ouais, pas tant que ça. C'est surtout des professionnels qui sont davantage soucieux de se défendre eux-mêmes plutôt que de défendre les jeunes gens qui leur sont confiés. Donc de ce point de vue, il y a encore beaucoup de chemin à faire, même si on est bien obligé d'admettre, et je ne voudrais surtout pas nier ce point-là, qu'on a quand même considérablement avancé en France sur ces questions. Justement, Madame Verdier, comment expliquer ce silence de la part des établissements scolaires? Est-ce que c'est le fameux pas de vague ou on ne parle pas des cas de harcèlement scolaire par peur que la réputation de l'école soit touchée, ou bien c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas assez de professeurs, donc ils ne pouvaient pas voir dans tous les recoins de la cour de récréation? Je crois que vous avez la réponse. Vous avez les réponses. Effectivement, il y a la réputation des établissements qui est souvent prise en compte ou qui est... Moi, j'ai rencontré, je vous jure que c'est vrai, j'ai rencontré la mère du 8e, dont j'ai perdu le nom là tout de suite, pendant 1 heure dans son bureau, qui m'a certifié qu'il n'y avait pas de violence dans les écoles dans le 8e. Rien. Mais le doigt sur la table, comme ça. Non, il n'y a pas de violence. Non, jamais. OK, donc dans le 8e, il n'y a pas de violence. OK. Je finis par partir, hein. On va pas se casser la tête contre les murs, mais il y a ne rien voir, les 3 singes là, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Surtout, je crois que les professeurs aussi sont aujourd'hui, on peut pas leur jeter la pierre non plus, mais en tout cas ils sont absolument pas formés pour tout ça. On leur demande beaucoup, je crois. Et puis, c'était quoi votre question? Pourquoi le silence des établissements scolaires? On n'est pas à la radio, donc je peux recommencer. Pourquoi le silence des établissements scolaires? Parce que c'est très compliqué de gérer tout ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que personne n'a l'habitude, parce que personne ne sait comment faire, parce que les professeurs en général ne sont pas formés, qu'il y a 0 minute de consacré durant tout le cursus des enseignants consacré au harcèlement. Il y a 0 minute, a priori, sauf si ça... Non, c'est identique à il y a 10 ans, quoi, grosso modo. Donc, on avance sans avancer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses qui sont des effets d'annonce, ce qu'on appelle des effets d'annonce. Mais la mise en place, ça me paraît très, très compliqué, en tout cas. Il y a peut-être un autre point qui est évoqué juste au début dans l'archive. Là, je crois que c'est Michel Field qui l'évoque et qui dit oui, mais il y a des professeurs aussi qui sont eux-mêmes en difficulté et qui ne veulent pas en parler de peur de passer pour un enseignant, pour un mauvais enseignant. Et je pense qu'il faut bien tenir compte de cette question-là. Aujourd'hui, on a des chiffres. PISA 2022 est terrible de ce point de vue. Les résultats de PISA disent que il y a en moyenne une classe sur 2 dans lequel le désordre est tel qu'on a vraiment de la peine à faire cours. Des professeurs qui sont eux-mêmes en difficulté. Et le professeur chahuté, il ressemble bigrement à l'élève harcelé. Répétition, longue durée, disproportion des forces, incapacité à se défendre. Des professeurs qui sont eux-mêmes en difficulté ont évidemment toutes les peines du monde à défendre l'élève qui se trouve lui aussi en difficulté. Donc je pense qu'il y a là des questions. Ça, j'ai un peu peur que ce soit le deuxième tabou scolaire. Longtemps, ça a été le harcèlement. Le deuxième, celui qu'on ne veut pas voir, c'est celui des classes dites difficiles, c'est celui des classes chahutées, dans lequel, effectivement... Alors là, je peux vous assurer que s'il y a un endroit dans lequel l'élève harcelé est très, très, très mal, c'est bien dans la classe du professeur qui est lui-même en difficulté. On l'a vu tout à l'heure, Catherine Verdier, au début, la parole des jeunes sur le harcèlement scolaire a été minimisée. Maintenant, on l'a vu dans ces témoignages, leurs paroles sont prises très au sérieux. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui explique que maintenant, on accorde plus de crédit à la parole de ces jeunes? On accorde plus de crédit parce que, d'abord, il y a des lois qui sont toutes neuves et qui sont toutes nouvelles. Elles ne sont pour le moment pas appliquées, je ne crois pas. Mais en tout cas, elles existent. Et il y a des menaces. Quelque part, il y a des menaces aussi sur les établissements scolaires, sur des parents qui sont un peu plus assertifs et un peu plus agressifs, en disant on peut attaquer, on a le droit d'attaquer, on a le droit de dire que ça va pas. Donc il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent quelque part au niveau société, au niveau scolaire,
fonctionnement scolaire, en tout cas, et qui font qu'on est un tout petit peu engorgé, je crois, dans un espèce de tuyau un peu engorgé où on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Pardon. Est-ce que on peut dire qu'il a fallu que des enfants frôlent la mort ou il y a un suicide tous les 15 jours, en moyenne. Hein. Si on veut faire une moyenne, c'est horrible, hein, mais si on veut faire une moyenne, c'est un suicide tous les 15 jours. Donc c'est pas... Mais est-ce que du coup il a fallu attendre ça pour que les médias s'y intéressent et aussi les pouvoirs publics, que les enfants frôlent la mort ou meurent Ils existaient avant. Oui. Simplement, on ne le savait pas. Mais les médias s'en sont emparés. Heureusement qu'ils sont là. Oui. On peut critiquer autant qu'on veut BFM, hein. Autant qu'on veut, hein. Dire je sais pas quoi, bref, je ne dirai rien. mais ils sont là. Et ils sont là, ils répercutent ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Mais le suicide est, je crois, la première cause de mortalité des adolescents. Donc, bien entendu que ces suicides, ils existaient avant. Mais simplement, on n'allait pas chercher la cause. On n'allait pas chercher la cause dans le harcèlement. Jonathan Destin, qu'on a vu en deuxième archive sur le plateau de magazine de la santé, sur France 5, c'est le symbole de la lutte contre ce fléau, on peut le dire, où il y avait... C'est un martyr. C'est plus qu'un symbole, c'est un martyr pour moi, je crois. Tout à fait, oui. Ouais. Okay. Justement, c'est un fait divers un peu local à l'origine, Jonathan Destin. Il déclare justement ce phénomène de société-là qu'on ne voulait pas voir avant, en fin de compte, ou est-ce qu'il y en avait d'autres avant? Non, mais il y a eu Jonathan, mais il y a eu Marion, il y a eu Mathéo, il y a eu... Non, c'est une longue liste maintenant qu'on peut avoir, et c'est terrible. Et puis plus récemment, Lucas et d'autres, bien sûr. Non, il y a une très longue liste de martyrs, oui, tu l'as dit, et c'est très juste. Par rapport à Jonathan Destin, donc, c'est l'un des symboles de la lutte contre le harcèlement scolaire. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est devenu ce symbole-là? Parce qu'il a... Pourquoi lui particulièrement? Non, je ne crois pas lui plus qu'un autre. Il y a eu le témoignage, il y a eu son livre qui a... C'est plus spectaculaire, je crois. Sans doute. Le fait de s'immoler, c'est très spectaculaire et on arrive aisément à se mettre à la place d'eux. Bien sûr. Voilà, quand on... Enfin, bref, peu importe, on va pas discutailler longtemps là-dessus, mais c'est vraiment épouvantable comme... maintenant, quand on vous dit bah, tiens, un tel s'est suicidé, ah bon, il s'est suicidé, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des médicaments, il s'est pendu, enfin, on en arrive là. Jonathan Destin, il est quelque part, il s'est immolé pour marquer les esprits aussi. Si on revient sur Marie, qui est donc super harcelée, on peut voir que le harcèlement scolaire a changé de forme. Est-ce que l'arrivée du numérique a compliqué cette lutte contre ce fléau? Jean-Pierre Bellon. Il y a une continuité. Il y a une continuité entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe après sur les réseaux sociaux. La vraie différence, évidemment, c'est que, ça a été très clairement dit, il n'y a plus de... c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7, il n'y a absolument plus aucun répit. Ce qui fait que plusieurs enquêtes ont montré que le cyberharcèlement aggravait tous les risques liés à l'adolescence. Donc oui, est-ce que ça a compliqué les choses? Oui, pendant un temps. C'est vrai qu'il y a eu parfois une réaction c'est évoqué dans le documentaire d'ailleurs, il y a une réaction de certains professionnels qui avaient tendance à dire « Ah oui, mais ça se passe en dehors des murs de l'école ». Non, très clairement maintenant, il y a des textes qui disent, et encore ceux de cet été dernier, qui disent très clairement que c'est pas sous prétexte que ça se passe en dehors de l'école, dans la mesure où ça a une influence sur un élève de l'école et que ce sont des élèves de l'école qui en sont les auteurs, l'établissement scolaire est entièrement en mesure d'intervenir.
On voit on a vu justement dans ces archives que les élèves arrivent à prendre de plus en plus la parole, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Malgré tout, ça permet quand même aux médias et aussi au pouvoir public de mettre certaines actions en place, surtout depuis 2011, donc l'année où Jonathan Destin s'immolait par le feu. On peut regarder ça du coup dans ces archives-là pour la troisième partie de ces actions qui vont se mettre en place justement. Voilà. Alors on l'a vu, donc les pouvoirs publics ont multiplié les actions pour pouvoir sensibiliser le public sur ce sujet. L'État, lui, s'est éveillé à la question du harcèlement scolaire en 2011, donc vous l'avez dit Jean-Pierre Bellon, lorsque le ministre de l'Éducation de l'époque, Luc Châtel, a demandé à Éric de Barbieux de se pencher sur la question et donc a demandé un rapport là-dessus. Qu'est-ce qui a poussé l'État français à s'éveiller sur cette question-là? C'est la succession des drames? Non, pas du tout. C'est la nomination d'un conseiller au cabinet du ministre à l'époque, le magistrat, un jeune magistrat, qui a été nommé conseiller. C'est lui qui a déclenché tout cela. C'est pas du tout. Il ne faut pas aller chercher la cause ailleurs. Et donc vous disiez que vous avez été marqué par la façon dont cette prise de conscience s'est faite. Vous disiez que c'était les pouvoirs publics qui ont demandé aux universitaires de se pencher sur la question. En quoi est-ce que c'était quelque chose qui vous a surpris? C'est exactement l'inverse qui s'est produit dans tous les autres pays. Et tous les autres pays, on peut d'ailleurs associer dans chaque pays un universitaire qui a pris en charge les choses et qui a agi pour que les pouvoirs publics... Ça a été le rôle de Daniel Weus en Norvège, d'Anatole Pikas en Suède, de Peter Smith au Royaume-Uni. En France, non. Mais ça, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a eu un silence, une sorte de... C'était comme le nuage de Tchernobyl, hein. Ça n'atteignait pas nos frontières. Ça touchait tous les pays d'Europe, mais pas la France. On l'a vu dans les différents reportages qu'on vient de voir à l'instant. Le personnel éducatif est formé. Il y a des ambassadeurs qui sont des élèves ambassadeurs. Dès la maternelle, on donne des cours d'empathie. Est-ce que ça peut permettre d'éradiquer ce fléau, Catherine Verdier? Oh là là, la question est très longue. La réponse va être très, 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 très longue. Alors, si on commence par le début, déjà, c'est des bonnes idées, entre guillemets. Maintenant, ce qu'on voit dans le reportage par rapport à l'empathie en particulier, l'empathie, ça ne s'apprend pas, ça se transmet. Ce qui veut dire qu'on peut effectivement transmettre l'empathie en maternelle. Moi, j'aimerais savoir comment ça se poursuit sur les écoles, sur les classes suivantes ou sur les niveaux suivants. L'empathie, ça se transmet. C'est nous qui transmettons l'empathie. C'est toute une société. Pardon, décidément ce soir. C'est toute une société qui transmet l'empathie. On n'est pas du tout dans ce genre de choses en France. Pas du tout. Et ailleurs d'ailleurs. Mais c'est un état d'esprit. Donc, c'est bien d'avoir l'idée, il n'y a pas de souci, je ne vais pas critiquer ça. Maintenant, j'aimerais savoir si ça va être poursuivi, parce qu'il va falloir toute une génération au moins, si ça va être poursuivi dans les années qui suivent, et sous quelle forme, et comment, et avec quel personnel, encore une fois, et avec quels professeurs, quels enseignants qui sont capables de se mobiliser par rapport à ça, etc. etc. Les ambassadeurs, c'est un peu plus large et un peu plus vaste, c'est très bien aussi. Ce n'est pas aux ambassadeurs de résoudre une situation de harcèlement, mais en tout cas, certains petits conflits peuvent être déjà résolus en amont avant que ça ne dégénère en harcèlement. Voilà, il y a des petites choses qui sont faites comme ça, c'est très bien. Maintenant, on parle beaucoup des pays scandinaves, des pays, la Finlande en particulier, qui a mis en place... le programme KIVA, K-I-V-A, justement, à partir du moment où les enfants mettent les pieds en collectivité. C'est-à-dire quand ils vont en collectivité un peu plus tard qu'en France, pas à 2 ans. Et à partir du moment où ils sont en collectivité, il y a un programme KIVA qui s'établit tout le long de la scolarité jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie de l'école. Donc, quelque part, c'est pas ce que je veux dire, c'est que on n'en est pas là, quoi. On en est au balbutiement, je crois. Je vais bien dire un mot sur les ambassadeurs. Parce que les ambassadeurs, ils ont 20 ans.
Oui, c'est vrai. Ils fêtent leur anniversaire puisque c'est en 2004 qu'avec Bertrand Gardette, qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage, avec mon ami Bertrand Gardette, nous avons créé en 2004 le dispositif des ambassadeurs. Et notre idée, à l'époque 2004, personne ne se soucie de la question du harcèlement. Notre idée, c'était de faire en sorte que les élèves, c'est eux qui ont une visibilité sur tout le cursus, sur toute la scolarité. Ils voient tout ce qui se passe. Notre idée, c'était de faire en sorte que ces jeunes gens soient nos yeux et nos oreilles là où nous ne sommes pas. Et évidemment, depuis 2004, s'il y a quelque chose qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Or, un phénomène de ce qu'on appelle du flaming, c'est-à-dire un garçon ou une fille qui se fait littéralement incendier, agonir d'injures en l'espace de très peu de temps, c'est les ambassadeurs qui verront, c'est les élèves qui verront cela. Donc si on a des ambassadeurs, si on a ces élèves qui peuvent alerter, et c'est pour ça que dans le programme phare, dont il faut tout de même dire un mot, parce que c'est pas rien, dans ce programme phare, il y avait quand même deux leviers. D'un côté, créer, et ça c'est une idée que là aussi on avait avancée il y a 5 ans, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait dans chaque établissement une équipe spécialement formée et dédiée au traitement des situations, et parallèlement dans chaque établissement une équipe d'élèves ambassadeurs. Les élèves ambassadeurs signalent, détectent et ils signalent. Et ils signalent à qui ? Ils signalent aux adultes de l'établissement. Avec un dispositif de ce type, je pense qu'on peut, si entre-temps les pouvoirs publics n'abandonnent pas le programme phare, parce que croyez-moi, c'est une lutte de chaque instant, si on arrive au bout de ce programme, c'est-à-dire un établissement, une équipe de professionnels et une équipe d'élèves, à ce moment-là, je crois quand même que la quasi-totalité des situations de harcèlement n'empêchera pas le harcèlement d'exister. Il existe depuis que l'école existe. Par contre, toutes les situations seront systématiquement détectées, toutes les situations seront systématiquement traitées. C'est bien vers cela qu'il faut tendre. Madame Verdier, est-ce qu'aujourd'hui, les parents, les enfants sont assez sensibilisés sur la question du harcèlement scolaire ? Les parents sont effrayés. C'est vraiment ça. Surtout chercher une école où il n'y a pas de harcèlement. Mais ça n'existe pas, quoi. En tout cas, où il y a le moins de harcèlement possible. Les parents sont sensibilisés. Ils ne sont pas formés, mais ils sont sensibilisés. Ils ont peur, en fait. Ils ont peur. Et on parlait tout à l'heure c'est moi qui parlais du programme Kiva, là, en Finlande. C'est-à-dire que le taux de harcèlement est relativement faible. Mais ça veut pas dire qu'il y a 0% de harcèlement. Ça veut dire que quand il y a une situation de harcèlement, chacun sait ce qu'il a à faire. La victime sait qu'elle peut aller parler, comme disait M. Bellon, à un staff ou une personne qui est sensibilisée à ça. Les témoins qui sont tout autour savent qu'ils peuvent également s'adresser à une équipe. Le harceleur, je ne sais pas trop. Et les parents savent qu'ils peuvent compter sur l'établissement. Il y a tout un protocole. Qui est mis en place. Ils sont au courant en amont et avant de ce qui va se passer si leur enfant est victime, si leur enfant est harceleur. Voilà. Donc, quelque part, chacun a sa place, chacun a son rôle. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour définitivement arrêter ce fléau ? Ou alors l'homme est mauvais par nature et ce sera tout le temps comme ça. C'est un débat philosophique passionnant. Ouais. Mais non, je pense qu'on l'arrêtera pas. En tant que tel, dès l'instant où vous mettez des jeunes gens en groupe, il y a un risque. Ce qu'on peut faire, et j'espère voir un jour le fait qu'il y ait dans chaque établissement une équipe spécialement dédiée. Je crois qu'il ne faut pas rêver. C'est l'absence des adultes. Le harcèlement prospère là où les adultes ne sont pas suffisamment, ou lorsqu'ils regardent ailleurs. Il faut, changer de fond en comble la formation des enseignants. Faire en sorte que vraiment ils soient sensibilisés à ces questions-là, que le harcèlement ne soit pas la dernière question qu'on étudie, mais bien qu'elle soit au cœur. Oui, il y a un risque que dans votre classe, il y ait des élèves victimes, donc soyez attentifs. On a quand même un travail d'un chercheur belge, Benoît Galland, qui montre que le taux de harcèlement varie très significativement, non pas d'un établissement à l'autre, non pas d'un pays à l'autre, il varie d'une classe à l'autre.
Et comment varie-t-il? Il varie en fonction du degré d'intervention des professionnels. Il y a des classes dans lesquelles c'est tolérance zéro. Ici, pas de moquerie, ici, pas de surnom. Dans ces classes-là, vous voyez le taux de harcèlement chuter. Il y a des classes dans lesquelles on laisse faire, ou les classes dans lesquelles on ne peut pas, parce que l'enseignant est lui-même en difficulté. Et dans ces classes-là, vous voyez le harcèlement grimper. Donc bien sûr qu'il faut d'abord que les enseignants soient beaucoup plus formés à ces questions-là. Deuxièmement, il faut que les équipes se constituent dans les établissements. Il faut que les parents soient rassurés, qu'ils soient assurés de trouver au sein de l'école le cadre d'une écoute empathique, rassurante, sécurisante, qu'il n'ait pas, lorsque, comme c'est hélas trop souvent le cas, l'impression, lorsqu'ils viennent à l'école pour signaler la situation de leur enfant victime, de considérer comme des gêneurs. Donc il faut incontestablement améliorer l'accueil des familles au sein des écoles. Et selon vous, Madame Verdier, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Les harceleurs. Les harceleurs, dans le sens où ces enfants qui harcèlent pendant des années, parce qu'il y a des enfants qui sont harcelés pendant des années, mais il y a des enfants qui harcèlent pendant des années, ils grandissent comment? Ils deviennent quoi après? Je veux pas faire voilà, c'est pas parce qu'on harcèle qu'on va devenir psychopathe, non. Mais il y a quand même des tendances derrière. Quand on ne contient pas les enfants, quand on ne sait pas contenir les enfants, je parle pas de les guider ou quoi que ce soit, contenir cette violence qui existe, qui est intrinsèque en chacun de nous. Et en plus, la violence personnelle est encore différente de la violence en groupe. Ça m'énerve tout ça. Non, la violence en groupe. Donc, quelque part, si on n'arrive pas à contenir ça, on arrivera... et donc, évidemment, les adultes tout autour doivent être là, que ce soit les parents ou que ce soit les enseignants. Et pour ça, donc je termine, c'est là aujourd'hui, on est pompiers, on éteint le feu, on essaie d'éteindre le feu quelque part, à droite, à gauche, là où il y a eu un mort, là où il y en aura peut-être, enfin bon, bref. On essaie d'éteindre le feu, mais je crois qu'il faut s'y prendre, comme je le disais tout à l'heure, dès le plus jeune âge. C'est dès le départ qu'il faut s'y prendre. C'est dès le départ qu'il faut s'y prendre et c'est dès le départ qu'il faut poursuivre aussi l'effort. J'aimerais savoir ce que ça va... Sincèrement, si vous avez des archives de l'INA, je ne sais pas où est la dame, non? Elle n'est plus là. J'aimerais savoir s'il pouvait y avoir une étude longitudinale pour voir ce que deviennent ces enfants et ces élèves et les enseignants qui sont après, quoi. Est-ce qu'il y a une poursuite? Est-ce qu'il y a une continuité là-dedans? C'est pas juste un effet, paf, allez, on va prendre ce qui existe en Suède, en Finlande ou au Danemark, peu importe, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on l'intègre dans l'éducation et dans notre société à nous? Parce que c'est déjà intégré dans leur société à eux, dans les sociétés du Nord. Pardon. Voilà. Alors, on va passer aux questions du public. Si vous en avez, n'hésitez pas. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. J'avais une question, moi, que vous avez commencé à soulever là, en toute fin de l'émission, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ont harcelé ces enfants? Quelle est la manière dont on réagit en fait, parce que vous avez beaucoup parlé du phénomène du harcèlement, mais concrètement, quand il y a un enfant qui est harcelé dans une classe et que c'est détecté par un ambassadeur ou un prof, etc., quelles sont les actions qui sont mises en place pour arrêter ce phénomène-là et comment est-ce que la victime se comporte après et comment est-ce que les harceleurs se comportent une fois que cette situation a été traitée? Effectivement, la problématique du harceleur est très importante parce que on soutient évidemment la personne qui est harcelée ou qui est victime. C'est logique et c'est normal. Mais peu de gens pensent à soutenir pour moi, le harceleur, il est victime aussi de quelque chose, mais il est victime. Donc, il a besoin d'aide. Il a sérieusement besoin d'aide. Et c'est très peu évoqué. A priori, c'est apparu dans la loi de 2022, je crois, c'est 2022, oui, où on propose une prise en charge ou un plan, mais ça, c'est de la théorie, quoi,
pour ces enfants qui harcèlent, justement. Ils ont besoin d'accompagnement. Parce qu'on a parlé d'empathie, on n'a pas beaucoup parlé d'estime de soi. L'estime de soi est au cœur du fonctionnement psychologique du harcèlement, dans le sens où l'estime de soi d'une victime, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde le matin au réveil. Est-ce que je vaut la peine d'être aimé? Est-ce que je vaut la peine de vivre? Etc. Donc l'estime de soi d'une victime va s'amenuiser au fur et à mesure du harcèlement, d'une situation de harcèlement. Je préfère parler de situation de harcèlement que de harcèlement. Pendant que celle du harceleur va soi-disant augmenter, donc c'est ce qu'on appelle un faux self. Et certains enfants, en tout cas, pas tous, hein, parce que dans certaines situations, c'est pas ça, c'est pas ce qui se produit. Il y a plusieurs situations. C'est comme les divorces. Il y a plusieurs situations de harcèlement. Il y a plusieurs situations de divorce. Chaque divorce est différent. Chaque situation de harcèlement est différente suivant l'interaction qui peut exister entre le professeur, comme le disait Jean-Pierre, entre les harceleurs, harcelés, avec les témoins, etc., avec la classe, avec l'école, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Donc cette estime de soi, chez certains enfants, chez certains harceleurs, ils n'en ont pas à la base, ou ils ont une estime d'eux-mêmes qui est très très faible, et donc ils ont besoin, ou ils ont envie, ou c'est nécessaire pour eux d'obtenir une certaine valeur, d'avoir une certaine valeur à leurs yeux, ou aux yeux de leurs parents d'ailleurs. Moi je veux bien dire un mot des harceleurs. Il ne faut pas caricaturer le phénomène en s'imaginant, en gros, que les harceleurs, c'est les enfants des autres. Non. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'élèves ayant participé à des brimades. Et j'ai toujours observé chez eux une espèce de tiraillement, de contradiction, entre d'un côté leur répugnance à faire souffrir leurs semblables, parce qu'ils ne sont pas des brutes, et d'un autre côté leur incapacité à se défaire de la puissance du groupe. On se moque pourquoi? Parce que tout le monde se moque. On rit parce que tout le monde rit. On met à l'écart parce que tout le monde met à l'écart. Et on rit, on se moque, on met à l'écart. Aussi peut-être, sans doute, pour éviter qu'on ne soit soi-même la prochaine victime. Donc ces jeunes gens, ils ont en effet effectivement besoin qu'on les fasse sortir de là. Et la méthode que j'ai développée en France, la méthode de la préoccupation partagée, fait en sorte d'aller chercher ces jeunes gens qui ont participé aux brimades et de leur faire partager une préoccupation pour celui dont ils se moquent, qu'ils mettent à l'écart. C'est assez efficace. C'est en tout cas beaucoup plus efficace que la sanction, parce que la sanction, on connaît très exactement quelles en sont les conséquences. Vous sanctionnez, ça va fédérer le groupe, ça va coaliser le groupe qui immanquablement fera payer la sanction à la victime. Mais je pense, et je suis bien d'accord, qu'il faut effectivement s'occuper beaucoup des élèves qui participent aux brimades. Bonsoir. Pour ce qui concerne la procédure que vous souhaitez, je le comprends, qu'elle se mette en route dans tous les établissements scolaires, de ces équipes d'adultes. Donc, premièrement, comment sont-ils choisis dans l'établissement? Sont-ils intérieurs à l'établissement ou extérieurs à l'établissement? Ont-ils droit à des formations? Bon, et ensuite, par rapport à ces élèves qui sont donc des observateurs d'harcèlement possible. Effectivement, très très bonne idée, mais quel est le risque qu'ils soient ensuite eux-mêmes harcelés? Bien sûr. Alors, dans le cadre du programme phare, le programme s'est bâti essentiellement, et j'allais dire uniquement, sur la base du volontariat. C'est-à-dire que les équipes sont volontaires. Moi, j'avais commencé dans l'académie de Versailles, à partir de 2014, à commencer à créer, comme ça, une équipe dans le plus grand nombre d'établissements possible. Toujours pareil, sur la base du volontariat. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement rassurant, c'est que sans moyens, sans aucun moyen,
les professionnels se sont engagés là-dedans. Des professeurs, des CPE, des assistants d'éducation, des personnels de santé scolaire se sont lancés dans cette aventure et je pense qu'il faut vraiment les saluer. Oui, il y a une formation, le Centre Résist que je dirige participe activement à cette formation. En ce qui concerne, et je souhaite qu'à l'avenir, ces professionnels soient rémunérés, parce qu'ils font vraiment ça de façon parfaitement bénévole. Tant que ça tient, très bien, mais bon. En ce qui concerne les élèves, c'est vrai que c'est une authentique difficulté. Il ne s'agit pas d'aller leur mettre une cible dans le dos. Parce que c'est très bien un reportage à la télévision dans lequel on dit dans l'établissement ce sont les élèves qui... Oui, mais il ne s'agit pas d'en faire les prochaines victimes. Donc bien entendu, il faut tenir compte du contexte. Je connais des établissements dans lesquels les ambassadeurs peuvent très facilement être, on connaît leur nom et ils font ce qu'on a vu dans le reportage, c'est-à-dire qu'ils interviennent auprès des plus, en général c'est les plus âgés qui interviennent auprès des plus jeunes. Et puis il y a des établissements dans lesquels, parce que le contexte ne s'y prête pas, les ambassadeurs sont moins connus. Simplement, ils ont juste le rôle de détection et signalement. Vraiment, il faut tenir compte absolument du contexte, évident. Bonjour. J'ai une remarque et un court témoignage. Donc, j'ai trouvé vraiment vos interventions et les archives de l'INA extraordinaires. Voilà, moi, j'étais harcelé il y a 20 ans de ça. Et revoir ça, revoir le déni et à quel point ça a été difficile de briser la parole, c'est incroyable. Et dans tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Moi, j'ai parlé de mon harcèlement sur le réseau. J'ai été contacté par mes anciens harceleurs. Et du coup, j'ai pu discuter avec eux. Et c'est vrai, on en parlait à l'instant. Et c'est incroyable à quel point ça a eu un impact extrêmement fort sur eux, au moins autant que sur moi. Et à quel point ça les a pas non plus quittés et qu'ils se demandaient, en fait, 20 ans plus tard, à la trentaine, comment ils ont pu être aussi méchants, comment ils ont pu être comme ça, faire du mal à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs un des 3 harceleurs, c'est un peu pour l'anecdote, mais c'est marié avec une personne qui avait été harcelée. Comme quoi, c'est vrai. Et c'est un autre avec qui j'ai pu discuter m'a dit la personne avec qui je suis, elle te ressemble énormément. Je dis ça pour dire à quel point on se rend pas compte, et effectivement dans les recherches, je sais pas s'il y a beaucoup de choses dessus, aussi sur l'impact que ça a sur les harceleurs, puisque ces gens-là peuvent dire, on dit c'est pas des psychopathes, vous avez raison, ça peut même devenir des gens bien, et des gens bien qui se demandent mais à quel point et pourquoi ils ont été aussi méchants, et voilà. Tout à fait. Maintenant, vous êtes jeune journaliste. Dans le milieu du journalisme, il y a beaucoup de harcèlement. Je vous fais comme ça, je vous mets à l'aise. Il y a énormément de harcèlement et de harcèlement au travail. Maintenant, quand vous creusez un peu, parce que j'ai creusé, pas dans cette école de journalisme, mais dans d'autres, effectivement, non, mais il ne faut pas se prendre la tête. Ça va aller, ça va aller, Mathieu. Ça va aller. Non, mais si on creuse un peu, effectivement, ces harceleurs ou ces gens tyranniques qui harcèlent, qui poussent, etc., qui harcèlent même. Et là, c'est pas du harcèlement physique comme on voit dans les reportages, parce qu'avant, au départ, c'était des harcèlements physiques. Maintenant, on est dans autre chose. Ces harcèlements, si on creuse, effectivement, ce sont des gens qui ont été harceleurs eux-mêmes ou harcelés eux-mêmes. Oui, pardon. Et dans ce que vous dites, là, ça m'a fait penser à... J'ai vu récemment, je ne me souviens plus où, mais j'avais vu le témoignage d'un élève harceleur, ancien, et qui disait « Oui, mais on m'a jamais dit non.
Voyez, bien sûr que ces jeunes gens, ils ont d'abord besoin qu'il y ait quelqu'un qui dise stop, qui arrête, évidemment. Et je voulais aussi parler on a parlé des harceleurs, des harcelés, mais il y a ceux qui regardent, y compris parmi les autres enfants, et aussi ça a un impact. Moi, je sais que quand j'en ai parlé récemment, il y a une personne qui faisait partie qui me harcelait pas du tout, mais qui faisait partie du groupe qui regardait et qui dit moi aussi, ça m'a extrêmement marqué, et je me demande aussi pourquoi je suis pas intervenu. Que les autres enfants aussi qui sont ni harceleurs ni harcelés aussi, ça a un fort impact sur eux. Moi, ma théorie à moi, mais alors c'est vraiment tout à fait perso, c'est que 100% des enfants, 100% des élèves durant leur scolarité ont été impliqués dans une situation de harcèlement, de près ou de loin. 100%. Dans mon bureau, 100% des enfants savent ce que c'est que le harcèlement. Ils ne veulent pas forcément, s'ils sont victimes, ils ne veulent pas le nommer. S'ils sont harceleurs, ils vont dire non, c'était pour rigoler. De toute façon, il n'y a aucune famille dans mon bureau qui arrive en disant mon enfant est harceleur. Jamais. Une fois. Je reviens en arrière. Une fois. On n'a rien pu en faire. C'est horrible à dire, hein, mais thérapeutiquement, voilà, j'ai rien pu faire parce que la famille est tellement forte derrière à soutenir quelque part de façon plus ou moins inconsciente, hein, surtout inconsciente, cet enfant qui est harceleur, que finalement on peut pas démailler tout ça. Donc voilà. On va terminer sur une note positive, non? Je finis juste une dernière question. Oui. Comment on fait pour transmettre de l'empathie? Ça se transmet, ça se montre par l'exemple. Par l'exemple, quand vous êtes en voiture et vous gueulez en voiture, quand vous êtes dans un bus et que vous laissez éventuellement votre place, quand vous aidez votre voisine parce qu'elle a besoin de quelque chose, parce que c'est en montrant l'exemple. C'est en étant empathique et en étant à l'écoute et en étant bienveillant. Alors c'est à toutes les sauces maintenant, bienveillant, mais en tout cas en étant à l'écoute de l'autre, en étant altruiste, simplement. Ça se montre. C'est nous, les adultes, qui montrons les choses. Alors, je veux pas mettre je veux pas accuser la télé, les shows télévisés, etc., où le maillon faible, il doit sortir, etc., etc. Mais voilà, des émissions. Alors, non, je ne veux pas parler des émissions télé parce que je vais dire que des horreurs. Mais c'est l'exemple qui est donné, c'est l'exemple qui est donné dans toute la société, même de façon internationale. C'est l'exemple qui est donné avec les guerres, avec les attentats. C'est l'exemple qui est donné avec nos attitudes, nos actions, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit. Idem à l'école, bien évidemment. Alors, on n'est pas la même culture que les Finlandais, ça c'est sûr. On n'a pas les millions de kilomètres carrés où il n'y a rien du tout, où on a l'espace, où on a le temps, etc. Mais bon, voilà. Je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose, mais qu'a priori, pour le moment, on n'en est pas là. La meilleure des éducations à l'empathie, ça reste la rencontre avec des adultes qui sont eux-mêmes empathiques. Donc, je pense que de ce point de vue, les professionnels de l'éducation ont un rôle absolument, absolument décisif. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment super. J'ai une question. Alors moi, j'interviens dans les établissements scolaires aussi pour lutter contre le harcèlement. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de l'après-confinement. Est-ce que ça a augmenté les violences? Parce que quand j'interviens dans l'établissement scolaire, j'ai vu vraiment une différence avant confinement et après confinement. On a eu l'impression, au retour des confinements en tout cas, que les enfants, ils n'avaient plus les codes sociaux. Donc c'était je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, je t'insulte, on avait l'impression qu'ils avaient besoin de quelque chose, d'un contact, mais qu'il n'était pas approprié, quoi. Enfin, c'était les confinements ont été, même si on dit que c'était pas violent, c'était très violent pour les enfants, pour tout le monde de toute façon. Oui, alors l'après-confinement, moi j'ai observé plusieurs choses. D'abord, il y a des élèves qui ont eu la paix. Parce qu'ils n'allaient plus à l'école la peur au ventre. Bon, ça c'est déjà un premier point.
Deuxièmement, il y a des élèves qui, parce que le groupe n'était plus là, qui n'étaient plus obligés de jouer le mauvais rôle que le groupe leur imposait de jouer. Donc quelque part, ça a un peu donné la paix à pas mal de monde. Sauf que le confinement, il s'est aussi accompagné d'un déferlement de cyberharcèlement, et on a vu les cas de cyberharcèlement augmenter. Donc voilà, c'est un bilan très mitigé du confinement. Merci. Et j'ai une deuxième question. Vous avez parlé des professionnels dans les établissements scolaires qui sont formés. Est-ce que vous comptez les animateurs dedans et aussi les intervenants extérieurs comme surveillants, etc., qui, eux, sont en contact beaucoup avec les élèves aussi et qui sont en mouvement? Absolument. Oui. Non, mais les surveillants, ça, c'est quelque chose d'absolument décisif. J'ai commencé par là, puis je vais finir par là. Moi, j'ai commencé comme maître d'internat. Et c'est un éphémère ministre de l'Éducation, par ailleurs philosophe, qui les a supprimés. Pour les remplacer par un personnel beaucoup moins bien rémunéré. Et puis il y avait une liaison directe entre le surveillant et l'enseignement. C'était une espèce de préparation au métier de l'enseignement. Et la condition même, c'est un acquis du Front populaire, hein, les maîtres d'internat et surveillants d'externat. Donc c'était une sorte de première marche vers l'enseignement. Maintenant, on les recrute essentiellement sur critères sociaux et pas forcément comme étant de futurs enseignants. C'est bien dommage. Oui, je pense que les surveillants ont absolument un rôle décisif. Ils voient les élèves dans un autre contexte. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, c'est la question de l'internat. Or, l'internat, là, ça peut être extrêmement violent. Avec Bertrand, il y a plus de 20 ans, c'est bien justement dans des classes, dans un internat d'un grand lycée qu'on a commencé à observer les premières situations. Oui, bien sûr, il faut que tous les personnels soient formés. Et ce qui est le mieux, évidemment, on a une expérience qui a été tentée du côté de Lyon, qui de ce point de vue est remarquable, c'est si on arrive à avoir la même logique, former, sensibiliser tout le monde, c'est-à-dire à la fois les adultes de l'établissement scolaire, mais aussi ceux qui interviennent dans les centres éducatifs autour, les personnels de la cantine, vous voyez, avoir une espèce d'approche absolument globale, transport scolaire évidemment aussi, qui est à ce moment-là, quand il y a un groupe de communes qui peut arriver à mettre en place quelque chose de ce type-là, on peut être certain qu'on a des succès évidents. J'ai une dernière question encore, on m'a glissé dans l'oreille. Oui, bonjour. C'est quand vous avez parlé du confinement et du fait que des enfants avaient eu la paix pendant le confinement parce qu'ils n'étaient pas à l'école. Est-ce qu'il y a des liens, vous pensez, entre le phénomène du harcèlement scolaire et le phénomène des violences dans les familles ? Et est-ce que la lutte contre les deux phénomènes peut se rejoindre à des moments ou est-ce que justement ça se complique, l'une complique l'autre et inversement ? Alors, effectivement, les violences intrafamiliales, les enfants qui sont victimes de violences sont des enfants qui sont témoins de violences conjugales sont des enfants victimes. Et ces enfants victimes peuvent effectivement poursuivre, se défouler, je vais dire ça comme ça, avec des guillemets, se défouler à l'extérieur sur d'autres enfants. On n'a pas parlé du harcèlement dans la fratrie, au sein de la fratrie. Le grand qui embête le petit qui est la mouche du coche du grand, et qui se répercute ou qui continue à se répercuter dans le cours de création. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a diverses situations de harcèlement, diverses causes aussi, qui font que chaque situation est différente. Mais oui, les violences, évidemment, les enfants qui sont victimes de violences, évidemment, sont des enfants qui sont plus susceptibles, en tout cas, d'en produire eux-mêmes. Vous avez envie de rajouter quelque chose ou pas du tout, non, pour vous remercier. C'est gentil. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci, oui, idem, merci, bien sûr. Évidemment, très intéressante, comme j'avais pu l'écrire sur les réseaux sociaux. Ça se confirme, c'est très intéressant. Et c'est un honneur, en tout cas, d'être ici et d'être devant vous. On vous remercie infiniment d'être venu. Merci beaucoup.